toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Cécile. Salut Damien. Aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau une voix familière, rassurante, vibrante, grâce à laquelle vous avez peut-être vécu vos plus belles émotions sportives devant le poste de télévision. Bonjour Fabien Lévesque. Salut Damien, salut Cécile. Vous allez bien ? Ça Parfait. va ? Bon, là, vous allez avoir quelques semaines très sportives. On est ravis de vous recevoir ici parce qu'on a plein de choses à évoquer ensemble. Vous commenterez cette nouvelle édition de Roland-Garros, dont les qualifications ont d'ailleurs commencé il y a tout juste 2 jours. Hein, c'était le 19 mai. Et ce samedi soir, direction le Stade de France pour vous. Vous serez en tribune presse pour la finale de la Coupe de France opposant le Paris Saint-Germain au Stade de Reims, aux côtés de Loïc Rémy. Alors dites-nous tout. Est-ce que vous penchez plus pour le silence très angoissant d'un court de tennis ou bien pour, je dirais, la ferveur enflammée d'un stade de football ? Qu'est-ce que vous préférez, vous, à titre personnel ? Alors, je vous rappelle quand même que l'ambiance a pas mal changé à Roland-Garros. Hein. C'est quand même beaucoup plus brillant qu'auparavant. C'est un petit peu moins feutré. Ouais. Mais j'ai un petit penchant quand même pour les ambiances enflammées des stades de foot. Quand même, hein, c'est votre cœur d'amateur de football qui parle. Ouais, c'est sûr. J'ai été baigné là-dedans. Et c'est vrai que commenter une finale au Stade de France, c'est toujours un moment très particulier. Le stade est plein à craquer avec les virages aux couleurs des deux clubs. C'est toujours une atmosphère très très particulière et très spéciale. Absolument. Parce que commenter un match de tennis, par exemple, c'est aussi savoir se taire lors des échanges. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal ? Alors c'est vrai que c'est une règle qu'on s'est instaurée un petit peu entre commentateurs sur le tennis, c'est de ne pas parler pendant les échanges. Ouais. Alors moi, pour ma part, j'estime que j'ai envie d'entendre quand on tape dans la balle, j'ai envie d'entendre quand les joueurs glissent sur la terre battue, j'ai envie d'entendre ce genre de son à la télé. Donc c'est pour ça qu'on laisse vivre l'échange finalement, et c'est devenu une tradition en quelque sorte. Et d'ailleurs, pour quelle raison, pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui se posent la question, parce qu'ils ne regardent pas le tennis tous les 4 matins, pour quelle raison se tait-on lorsqu'il y a un échange de balles dans un match de tennis, alors que effectivement, enfin on se tait pas lorsque Benzema va mettre par exemple un but, quoi, généralement, vous voyez. Parce qu'on a envie d'apprécier le point, tout simplement. Et c'est vrai que on a tout simplement envie d'apprécier le moment, tout simplement. Des fois, on a des batailles, des longs échanges qui sont exceptionnels. On a juste envie de savourer finalement et d'exploser quand le point est marqué. Mais j'ai envie de dire qu'on a juste envie d'apprécier l'échange et d'apprécier le spectacle. Et c'est vrai que vous avez commenté de nombreux sports. Quel est le sport qui vous procure le plus d'émotions ? C'est vraiment le football ? Le football, on peut avoir des scénarios complètement fous, notamment en Coupe de France. Je me rappelle d'un match que j'avais commenté entre Quevilly et Rennes. Quevilly était une équipe amateur et avait su se hisser jusqu'en finale au Stade de France. Et ils avaient éliminé Rennes en jouant dans un stade plein à craquer à Caen, au stade Michel Dornano. Et c'est ce genre de scénario qu'on aime vivre en fait en Coupe de France. Et c'est ce genre d'émotion qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Le petit pousset qui est capable de renverser la grosse équipe. Oui. On ne trouve pas ça en basket, en rugby, où c'est les scénarios sont beaucoup plus écrits finalement. En foot, tout peut se passer en fait. Ouais. Entre le petit et le gros, tout peut se passer. Et c'est pour ça qu'on va y revenir justement entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims. Ce sera donc sur France Télévisions ce samedi. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentés par Cécile Brelot. Allez, on commence les infos médias avec le retour de Kevin Spacey à Cannes. Oui, vous le connaissez, entre autres pour ses rôles dans American Beauty ou House of Cards, mais vous le connaissez aussi peut-être pour les accusations qui l'ont visé en 2022 et 2023 pour agression sexuelle. Donc depuis, l'acteur américain s'était fait discret, mais c'était avant de faire son retour mardi dernier à Cannes pour recevoir un prix en plus pour l'ensemble de sa carrière, donc remis par une fondation qui s'appelle Better World Fund, qu'on pourrait traduire par Meilleur Monde. Et si le Festival de Cannes n'avait pas souhaité commenter cette invitation, l'organisme qui a récompensé l'acteur oscarisé a précisé que la présomption d'innocence était une règle absolue et a voulu récompenser ici la carrière artistique. Kevin Spacey, à lui, a dit qu'il était très agréable et très content d'être de retour. Fabien, on sait que parfois dans l'univers du sport, il peut y avoir aussi une forme de sexisme, une atmosphère un peu sexiste. Ça a été dénoncé notamment, vous savez, dans le documentaire de Marie Portolano, que vous avez sans doute vu, Je ne suis pas une salope, je suis journaliste. Est-ce que vous pensez qu'il y a du mieux aujourd'hui, que les comportements ont véritablement changé entre les hommes et les femmes au sein des rédactions ? Moi, je pense que ça a clairement évolué dans le bon sens depuis quelques années maintenant. Peut-être qu'il y a eu une prise de conscience qui était nécessaire dans le milieu. Je pense que les choses ont évolué dans le bon sens. Et plus globalement, j'ai envie de dire tout simplement que les femmes ont tout à fait leur place dans le milieu du journalisme sportif. Et le seul critère qui compte pour moi, à mes yeux, c'est la compétence. Donc, il n'y a pas d'autres critères qui rentrent en ligne de compte pour moi. Le genre, pour moi, ne compte pas en fait dans les métiers qu'on peut pratiquer. C'est la compétence qui prime. Et on
voit de plus en plus de visages féminins d'ailleurs qui commentent les matchs de football. On a reçu récemment votre place Candice Roland qui a été précurseur aussi. Vous commentiez en tout cas avec Marinette Pichon aussi le Exactement, football. Louisa Nessib maintenant pour les matchs de l'équipe de France féminine. Donc tout le monde a sa place effectivement. Absolument. Parce que Nelson Montfort par exemple et Philippe Candeloro avaient critiqué, surtout Philippe Candeloro, le fait qu'on puisse mettre 3 femmes commentatrices par exemple aux commentaires ensemble, soi-disant on ne reconnaissait pas leur voix. Ça c'est quelque chose c'est des propos que vous pouvez potentiellement condamner. Et pourquoi pas 3 femmes aux commentaires. Moi, ça me dérange absolument pas. Et d'ailleurs, j'ai écouté les commentaires de Marie-Christelle Maury, Annick Dumont et Nathalie Péchela. C'était très très bien. Donc pourquoi pas 3 femmes aux commentaires? Absolument. Où est le problème? On a vécu des périodes où il y avait 3 hommes, donc pourquoi pas 3 femmes? Absolument. Allez, on poursuit ces news médias avec les déclarations choc de Mathieu Kassovitz. C'était dans C'est à vous. Oui, restons tous à Cannes, donc avec le réalisateur de La Haine qui était l'invité du talk show d'Anne-Elisabeth Lemoine en début de semaine. Et l'acteur a dénoncé un problème de racisme en France. Et d'ailleurs, il est assez pessimiste à ce sujet parce qu'il considère que c'est un combat perdu d'avance. Donc il est quand même connu pour son franc-parler, Mathieu Kassovitz. Et il estime que d'ailleurs, il y a plus de Français de souche. Donc lui, c'est sa manière un peu de combattre ce racisme. Et il encourage à continuer tout le monde de se mélanger en France et à l'international. Donc c'est des propos d'ailleurs qui ont provoqué d'ailleurs de vives réactions sur les réseaux sociaux. En voici un petit medley. Marre de ces anti-français. Kassovitz compte éliminer le racisme en exterminant la race française. Mathieu Kassovitz qu'on retrouve parfois en voix off de documentaires animaliers. Parfois ça arrive. Vous, c'est vrai que vous êtes un commentateur, un journaliste sportif. On vous connaît comme tel. Est-ce que parfois vous avez l'envie de faire un pas de côté? Votre collègue par exemple Laurent Luyat qu'on a reçu il y a quelques semaines sur ce plateau, de temps en temps fait une petite incursion dans le monde du divertissement. Il va notamment prendre les rênes de l'Anneau sur France 2 très prochainement. Documentaire sur les années 80 également. Voilà aussi, qui était super d'ailleurs. On l'avait reçu à cette occasion. Et il adore Sardou aussi, Laurent. Donc, voilà. Est-ce que vous aimeriez aussi parfois vous détacher un petit peu du sport pour faire autre chose? Pourquoi pas? Tout dépend des opportunités qui se présentent effectivement. C'est vrai que moi, depuis le début de ma carrière, j'étais habitué à commenter les grands événements sportifs. Après, je pense qu'aujourd'hui, il y a des passerelles qui existent. On a vu des personnalités du sport bifurquer vers le divertissement un petit peu. C'est le cas de Laurent. Denis Brognard, je vous rappelle, en premier lieu, faisait du sport et aujourd'hui est un animateur vedette, anime Koh-Lanta, etc. Donc, je pense pas qu'on soit enfermé dans un univers, le sport exclusivement. Je pense qu'il y a des passerelles et des portes qui peuvent s'ouvrir. Mais alors vous, qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plairait comme passerelle? Bonne question. C'est vrai que tant qu'on n'a pas expérimenté et goûté un peu à ce genre de choses, c'est difficile de savoir. Moi, je m'épanouis totalement dans le sport que je commente au quotidien et j'ai la chance de participer aux plus grands événements sportifs du monde. Donc, je suis totalement épanoui là-dedans aujourd'hui. Donc, j'ai envie de dire, ça me suffit. Mais après, on ne sait pas ce que l'avenir va nous réserver dans quelques années. En tout cas, on reste ouvert éventuellement à ce qui peut se passer ultérieurement. Absolument, parce que c'est vrai qu'à France Télévisions, il y a une forme de jeu de chaise musicale qui s'opère et c'est normal, on est en période de mercato. On sait qu'Olivier Mine, par exemple, ne sera plus aux commandes de Tout le monde à son mot à dire puisqu'il va de toute façon aller sur M6. Il y a un certain nombre de places qui se libèrent, il y aura plus Fort Boyard. Est-ce que vous faites partie des animateurs qui pourraient toquer à la porte, par exemple, de France Télévisions en disant, bon bah voilà, moi j'aimerais bien aussi peut-être m'y essayer à ce genre d'exercice? Mais ce qui est bien, c'est que, prenez l'exemple de Théo Curin. Qui aurait imaginé que Théo Curin allait présenter Slam il y a quelques mois? Moi je trouve ça génial de voir un ancien sportif, un ancien athlète présenter une émission de télé aujourd'hui, et il est excellent en plus Théo dans ce qu'il fait à l'animation d'un jeu. Donc faut pas enfermer les gens dans des cases, etc. Moi je me sens capable de faire autre chose effectivement que faire du sport. Donc ce serait un super test, un super challenge. Mais en tout cas je trouve ça bien que France Télé ose finalement lancer ce genre de profil à l'antenne sur à des endroits où on ne les attend pas forcément. Et je prends l'exemple de Théo, qui est pour moi très très bon exemple. Absolument, c'est vrai. Théo Curin qu'on avait reçu aussi, qui est très touchant dans son discours. Allez, on termine ces infos médias avec le chiffre du jour que vous avez choisi, le 27. Oui, d'ailleurs, c'est un peu biaisé parce que c'est pour le canal de France Info, qui d'ailleurs deviendra très bientôt le canal 16. Donc il va y avoir à présent des processus de validation sur les sujets dans les mois à venir. Ça, c'est une décision de Delphine Ernotte, du coup, qui est la présidente de France Télévisions, pour un 3e mandat d'ailleurs. Elle a épinglé quelques séquences polémiques qui auraient pu arriver d'ailleurs sur la chaîne d'info et aussi sur quelle époque, je ne sais pas si vous vous souvenez des propos de Thierry Ardisson d'ailleurs face à Léa Salamé. Donc c'est des mesures prises, je cite, pour ne plus laisser passer ce genre de choses tout en respectant un certain équilibre pour ne pas tomber dans la censure. Alors vous faites un exercice qui est extrêmement dangereux de la télévision qui s'appelle le direct. Il y a très peu d'émissions en direct aussi pour les raisons qu'on connaît parce qu'il y a la peur du dérapage notamment. Vous n'avez pas le choix. Les commentaires
sportif, c'est en direct. Il n'y a aucun intérêt à voir ça en replay ou en différé. Mais c'est une matière moins sensible. Oui, c'est moins sensible. Même si on peut nous taxer d'être pro-parisien, d'être pro-marseillais, d'être pro-lyonnais, c'est une matière beaucoup moins sensible. Vous n'êtes pas sur des sujets de société, c'est vrai. Mais malgré tout, est-ce qu'on a toujours peur du commentaire qui est un peu trop, de la phrase qui pourrait justement vous causer des problèmes? Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose que vous craignez au quotidien lorsque vous commentez des matchs? Non, c'est pas une chose à laquelle on pense quand on commente. Quand on est vraiment dans l'instant du direct de l'événement, on pense pas à ce genre de choses. On est vigilant évidemment à ce qu'on dit, mais on pense pas au dérapage. On est sans filet, ça c'est une réalité en direct effectivement. On a conscience qu'on est sans filet, qu'on n'a pas le droit à l'erreur, mais c'est pas on s'imagine pas qu'on va partir à la faute quand on est en direct. C'est pas le but. Et donc on reste vigilant, mais il faut garder quand même cet instinct un petit peu pour suivre ce qui se passe réellement en direct et coller à l'événement. Et vous, on vous reproche quoi alors? D'être pro-parisien, pro-nantais? On vous taxe de quoi? Alors franchement, j'ai tout entendu. J'ai tout entendu. C'est que vous êtes un peu au milieu si vous avez tout entendu. J'ai tout entendu. En fait, c'est simple. Dès qu'on commente une équipe et qu'on crie un petit peu plus fort sur un but, on reçoit des messages sur les réseaux sociaux en disant « Ah là 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 là, ça se voit que vous êtes supporter du Paris Saint-Germain, ça se voit que vous êtes supporter du FC Nantes, que vous êtes supporter de l'Olympique de Marseille, de l'Olympique de Lyonnais. » Donc en gros, je suis pro tout. Donc en fonction de quel match je commente. Mais vous, quand vous commentez pas, vous mettez quel maillot? Oh là, c'est une belle question piège, elle n'était pas prévue. Moi, je m'en cache pas. Moi, j'ai un club de cœur, c'est le FC Nantes. Bien sûr, depuis tout gamin. Depuis tout gamin. Donc voilà. Mais c'est pas pour autant que si je commente le FC Nantes, je vais être partisan. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de commenter 2 finales de Coupe de France avec Nantes au Stade de France. Alors il y en a eu une de gagnée, une de perdue. Mais c'était un bon moment pour moi. Je veux dire, commenter son club de cœur en finale, c'était un petit peu un rêve de gosse. Mais pour autant, quand on est parti dans le direct, voilà, fallait que j'oublie tout ça impérativement, et je pensais pas à ça, à ce lien que je pouvais avoir affectif avec ce club depuis que je suis tout gamin. Et donc c'est là où on doit être encore plus neutre finalement quand on commence. C'est hyper important parce que le téléspectateur il comprend pas si on prend parti pour un club ou un autre. Bien sûr. Le seul moment où on peut être un petit peu partisan et chauvin, c'est quand on commente l'équipe de France. Bien sûr. Voilà. Ou un Français à Roland Garros par exemple. Exactement. Voilà. Parce qu'on s'identifie tous à ce joueur. Voilà. Exactement. Ou si vous êtes en local effectivement à Nantes, là vous pouvez prendre parti. Mais quand vous êtes sur une chaîne nationale comme France 2, c'est plus compliqué. On n'est pas sur Télé Nantes. Voilà, absolument. Après, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Le FC Nantes ne disputera pas la finale de la Coupe de France. Ce sera le Stade de Reims face au Paris Saint-Germain. Ça vous fait plaisir, Stade de Reims. On en parle tout de suite avec Pierre du Buzz TV. Paris Saint-Germain-Reims, c'est donc l'affiche que vous commenterez à l'occasion de la finale de la Coupe de France. Ce sera ce samedi 24 mai à 21h sur France 2. À première vue, on se dit que le suspense est plié avant même que l'arbitre ne donne le coup d'envoi. Donc vous serez d'accord avec moi pour dire que finalement, c'est les Mornais qui vont soulever le trophée, non? Et pourquoi pas? Alors les gens oublient peut-être que Reims est invaincu face au Paris Saint-Germain cette saison en championnat. C'est vrai, exactement. Il y a eu un partout à Delaune et un partout au Parc des Princes. Donc ils n'ont pas perdu un seul match contre Paris. Donc c'est une équipe qui est capable de causer des soucis au Paris Saint-Germain. Reims, c'est aussi une équipe qui est capable de taper Marseille 3-1 cette saison, mais malgré tout, c'est une équipe qui a été très très irrégulière cette saison, qui va disputer les barrages pour se maintenir en Ligue 1. Donc c'est vrai que sur le papier, il n'y a pas photo. Paris est clairement favori de cette finale samedi au Stade de France. Oui, parce qu'on rappelle les statistiques, en 34 matchs de championnat, du coup, Parisiens ont remporté 26 matchs, les Rémois seulement 8. Donc d'autant que Reims n'est pas assuré de jouer en Ligue 1 la saison prochaine. L'équipe va disputer d'ailleurs son match de barrage aller face à Metz ce mercredi. Les joueurs disent d'arriver un peu fatigués quand même pour la finale. C'est un drôle de contexte en fait. C'est une première dans l'histoire de la Coupe de France. Jamais une équipe qui a été barragiste n'a disputé une finale de Coupe de France la même année. Donc psychologiquement, ça va être très très difficile pour cette équipe rémoise qui va jouer sa survie en Ligue 1 sur 2 matchs au couteau contre Metz. C'est équitable même physiquement. Est-ce que c'est pas une très mauvaise organisation de planning quand même? Le calendrier était fixé depuis de longues semaines déjà. Peu de gens pensaient que Reims serait barragiste, honnêtement. Ils sont retrouvés finalement dans cette situation-là au bout des arrêts de jeu de la 34e journée de championnat, après un concours de circonstances assez improbable. Aujourd'hui, ils sont là, ils n'ont pas le choix. Ils vont jouer le mercredi contre Metz, un premier barrage, le samedi soir la finale de la Coupe de France, et la semaine suivante, le jeudi, le barrage retour encore contre Metz. Donc c'est vrai que cette finale, elle arrive au pire des moments pour eux. Psychologiquement, ça va être très compliqué à aborder, parce que la priorité, c'est de se maintenir en Ligue 1.
1. Et logiquement, une finale de Coupe de France, c'est une fête. On fait monter tous les supporters à Paris, c'est un grand moment à vivre. Et là, c'est vrai que cet instant va être un petit peu gâché par cet avenir incertain en Ligue 1 pour le Stade de Reims. Et lorsque Reims a décroché son ticket pour la finale de la Coupe de France, à ce moment-là, la priorité, c'était évidemment on gagne la Coupe de France. Est-ce que là, selon vous, la priorité a été revue à la baisse et c'est le maintien finalement là qui est en ligne de mire? La priorité, c'est clairement le maintien. Et d'ailleurs, si on fait un sondage dans le vestiaire de Reims aujourd'hui, qu'est-ce que vous préférez? Gagner la Coupe de France face au Paris Saint-Germain ou jouer en Ligue 1 la saison prochaine? Ils vous répondront tous jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Ouais. Ça change absolument tout. Ça fait depuis maintenant, depuis 2018 que Reims est remonté en Ligue 1 et ils n'imaginent pas redescendre dans l'antichambre de l'élite aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça va être compliqué à gérer cette finale pour Reims samedi. Il y a cette approche effectivement au-delà que psychologique qui est physique. Ils ont un match de plus dans les jambes en milieu de semaine, alors que Paris aura eu toute la semaine pour se préparer tranquillement pour cette finale, sereinement. Ça paraît quasiment mission impossible pour Reims samedi, mais la magie de la coupe, pourquoi pas? Ouais, absolument, on y croit. Je ne vous apprends rien. Autre actualité pour le PSG, un autre rendez-vous important dans les prochains jours, en dehors d'ailleurs de la Coupe de France, c'est la finale de la Ligue des Champions. Donc ce sera le 31 mai prochain face à l'Inter Milan. Cette fois-ci, c'est la bonne. C'est vrai que les indicateurs, ils sont au vert cette année pour le Paris Saint-Germain. On voit bien que c'est une équipe qui séduit énormément. Le grand public apprécie le jeu déployé par le Paris Saint-Germain cette saison, apprécie également l'état d'esprit affiché aussi par l'équipe. On avait l'impression auparavant que le PSG avec ses superstars, ça manquait un petit peu d'humilité. Ouais. Et bien cette année maintenant justement on retrouve cet état d'esprit humble au Paris Saint-Germain. C'est grâce au départ de Kylian Mbappé? Moi je pense que c'est surtout grâce au coach. Ah ouais. C'est grâce au coach Luis Enrique qui a instauré une vraie discipline dans le vestiaire. Et en gros, le discours qui leur tient, c'est soit tu fais les efforts, soit tu restes sur le banc. Et donc, ce qui fait qu'on a une vraie équipe et les joueurs courent ensemble, attaquent et défendent ensemble, et ça change absolument tout. Et on voit bien que dans le football aujourd'hui, c'est pas une addition de superstars qui fait gagner les grandes compétitions. Là aujourd'hui, c'est peut-être le collectif parisien qui va leur permettre de gagner la Ligue des Champions qu'ils attendent depuis 2011. Ouais. Donc voilà, c'est la preuve que dans le football de très très haut niveau, c'est l'équipe qui prime avant tout. Mais alors d'ailleurs, si le PSG gagne la Ligue des Champions, est-ce que Dembélé doit être le prochain Ballon d'Or, selon vous? En tout cas, il est bien placé, il fait partie des grands favoris cette saison. Et s'il gagne effectivement la Ligue des Champions cette année avec le Paris Saint-Germain, il a marqué plus de 30 buts, il a été absolument incroyable, il aura gagné la Ligue 1, peut-être la Coupe de France également. Faut voir aussi ce qu'il va faire avec l'équipe de France à la Ligue des Nations. Il y a une Coupe du Monde des clubs aussi à jouer. Alors imaginez s'il fait le carton plein, Ousmane Dembélé, ça sera la voie toute tracée vers le Ballon d'Or. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est le Français qui affiche les meilleures statistiques de la saison. Donc oui, c'est un postulant très très clair au Ballon d'Or cette année. Pardon. Non, j'allais dire s'il y en a un qui doit grincer des dents, j'y reviens, c'est Kylian Mbappé, parce que lui, il a quitté quand même le club à la saison dernière, vous voyez, et là aujourd'hui il est au Real Madrid, en 8 saisons, 7 saisons, je sais plus, au PSG, il a jamais remporté la Ligue des Champions. Si les Parisiens parviennent à remporter la coupe aux grandes oreilles sans lui, il risque effectivement d'avoir un petit pincement au cœur, non? C'est assez paradoxal, hein. Kylian Mbappé, il a quitté le Paris Saint-Germain l'an dernier justement en imaginant gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Le Real Madrid, c'est le plus grand club du monde. Ouais. C'est le club qui a remporté le plus de Ligue des Champions. 15 coupes aux grandes oreilles pour le Real Madrid. Donc forcément, Kylian Mbappé, il se dit, tiens, je vais aller au Real parce que c'est là où j'ai le plus de chances de gagner ce trophée majeur qui est hyper important. Et la réalité aujourd'hui, c'est que le Real ne va pas remporter la Liga, ne va pas remporter la Ligue des Champions non plus, ne va pas remporter la Coupe d'Espagne. C'est quasiment une saison blanche pour Kylian Mbappé, même s'il va finir meilleur buteur du championnat d'Espagne, c'est pas assez pour un joueur comme lui. Et s'il veut remporter le Ballon d'Or un jour, ça passera aussi par ce genre de grande victoire comme la Ligue des Champions. Donc, entre guillemets, cette année, pour lui, c'est une saison blanche. Et le comble, c'est peut-être que Paris va remporter la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire sans lui. Sans lui, absolument. Donc ça peut paraître cruel, mais c'est la réalité. Oui, parce qu'avant c'était un peu le petit prince du foot, il était ultra populaire, maintenant il attise énormément de critiques aujourd'hui. À votre avis, pourquoi ? C'est devenu quasiment un personnage clivant aujourd'hui, Kylian Mbappé. Alors c'est vrai que sa communication a été un petit peu maladroite ces derniers mois. Je pense qu'aujourd'hui il paye les pots cassés un petit peu de cette communication maladroite. Et puis sportivement, il y a eu des moments un petit peu difficiles aussi ces derniers mois. Il était un petit peu moins performant. Il y a une baisse de régime. Alors même s'il finit la saison très très fort, je pense que les gens voient tout ça, que c'est peut-être plus le Kylian Mbappé qu'on a connu auparavant. Donc, mais bon, c'est pas un joueur qu'il faut enterrer, Kylian Mbappé. C'est un immense champion.
être meilleur buteur de la Liga pour une première saison en Espagne, c'est quand même une performance exceptionnelle. Et vous verrez que quand même la saison prochaine, je pense qu'il portera encore plus haut le Real Madrid. On attend beaucoup de Kylian Mbappé, en l'occurrence, c'est sûr qu'on l'attend toujours au top niveau. Parce que c'est la top star du football français. Et forcément que les exigences sont plus importantes quand on parle de Kylian Mbappé, mais il ne faut pas oublier tout ce qu'il a pu faire et tout ce qu'il fera encore dans les mois et les années à venir. Alors passons de la pelouse à la terre battue maintenant, si vous le voulez bien, parce que vous faites partie des commentateurs qui couvrent la nouvelle édition de Roland Garros, qui s'est ouverte il y a 2 jours. France 4 transmet d'ailleurs un match de qualification par jour, jusqu'au 23 mai et le 25 mai. Place au tournoi diffusé sur toutes les antennes du groupe France Télévisions, donc France 2, France 3 et France 4. Quel dispositif France Télévisions va-t-il déployer à cette occasion ? Alors c'est vrai que le dispositif classique, vous le connaissez pour le linéaire, avec les matchs retransmis en intégralité dès le début, dès la première balle, dès 11h le matin sur France 4, après on bascule l'après-midi sur France 2 et on termine sur France 3. Et la grande nouveauté, c'est la chaîne numérique cette année, France TV Roland Garros, qui a déjà commencé avec les qualifs, avec un ton différent, beaucoup plus léger, avec une interactivité également qui est très importante avec les fans, avec les amateurs de tennis, avec le chat. Et avec Benoît Paire qui est vraiment la tête d'affiche de cette chaîne numérique. Donc Benoît, on le connaît. Oui, on le connaît bien. Mais il est très connu pour ses capacités sur les cours, mais aussi pour ses coups de sang. Est-ce que ça, enfin vous le connaissez bien, est-ce que ça peut aussi vous faire peur parfois son tempérament ? Ça va être un bon commentateur, a priori. Non, mais il sait, Benoît, qu'il ne peut pas se permettre certaines choses à l'antenne. Oui, mais normalement, on peut pas se permettre certaines choses sur un cours, pardon. Ses excès sur le cours, évidemment, qu'il ne va pas reproduire ce genre de scène. Il ne va pas casser le micro sur la table. À l'antenne. Mais ce qu'on attend de lui, c'est sa fraîcheur aussi, c'est son caractère, c'est son franc-parler. Ouais. Et donc, il va apporter tout ça pendant la quinzaine, Benoît Paire. Donc, c'est une super recrue pour nous. Et il colle parfaitement à cette identité de la chaîne numérique qui va être beaucoup plus fun entre guillemets. Franchement, faut aller la voir. Déjà, ça a commencé. Oui. On se marre bien, honnêtement. C'est très sympa. Le ton est léger. Je vous dis, les téléspectateurs participent également en posant des questions aux commentateurs. Donc, c'est pas du tout la même offre qu'on a avec le linéaire. C'est complémentaire finalement. Et donc, c'est vrai qu'on a ces deux offres qui vont être là à l'antenne pendant la quinzaine. France TV, Roland Garros sur le numérique, et puis l'offre traditionnelle sur le linéaire qu'on a l'habitude de connaître avec la terrasse, avec Laurent Luyat, avec un nouveau consultant qui nous rejoint, c'est Guy Forget également. Oui, aussi, bien sûr. On a encore un super casting cette année de consultants avec Patrick Mouratoglou, avec Justine Hénin, avec Michael Jérémiaz, avec Alizé Cornet également, Michael Yodroit. Donc on a vraiment du beau monde encore pour accompagner les amateurs de tennis pendant 2 semaines. Mais Benoît Paire, vous le connaissiez avant de le rencontrer dans le cadre de ce dispositif France Télévisions ? Ouais, je connaissais Benoît. On échangeait pas mal déjà. J'ai toujours adoré le joueur qu'il était, parce que on a besoin de ce genre de joueurs qui ont du caractère, qui font le show sur un court de tennis. C'est hyper important, surtout dans un sport qui est traditionnellement un petit peu feutré. Ça fait du bien d'avoir ce genre de personnalité. Oui, après il fait un peu peur quand même. Il fait près de 2 mètres, je crois. Quand il parle, on l'écoute. Il est imposant, Benoît, mais franchement, c'est un top mec. Il est adorable au quotidien. Ça tranche un petit peu avec le personnage qu'on voit sur les cours, qui peut se transformer, mais il est top. Ouais. On a parlé consultant, on va parler commentateur. Vous serez accompagné de Benoît Durand et Mathieu Lartaud. Enfin, vous êtes tous les 3. Et comment vous répartissez les matchs alors à commenter ? Bah écoutez, en fait, c'est vrai qu'on tourne beaucoup. On a une conf de rédaction tous les matins avant le début des matchs. On se répartit un petit peu. Tiens, toi tu vas aller sur le cours Philippe Chatrier aujourd'hui, toi sur le Langlaine, toi plus sur le Simone Mathieu. En fait, ça dépend des affiches du jour. Et Roland Garros, c'est très mouvant finalement dans la programmation, parce qu'il y a des matchs qui peuvent durer parfois 1h30, comme d'autres qui vont durer 4h30. Ouais. Et finalement, on va rester sur le match qui dure 4h30 au détriment d'un autre match sur lequel on pensait aller sur un autre cours. Mais c'est ça aussi la magie de Roland Garros. Ça nous offre des scénarios incroyables, totalement imprévisibles. Ça c'est top, parce que franchement, ça c'est le charme des tournois du Grand Chelem également. Quand on va dans des matchs en 5-7, voilà, qu'on est dans son canapé, on est accroché à la télé, quoi. On a envie de vivre les points jusqu'à la dernière balle d'un match. C'est très prenant. Et puis cette année, je pense que c'est un tournoi hyper ouvert. Oui. Alors juste avant justement de parler des favoris et des Français, ce qui peut faire un exploit, on vous posera la question, mais il n'y a qu'une finale quand même dans ce tournoi de Roland Garros. Vous êtes 3 commentateurs. Est-ce que vous vous battez en coulisses ? Est-ce qu'il y a une guerre des tranchées qui s'est opérée ? Non, surtout pas. Non, surtout pas. Non. Les rôles, ils sont répartis avant le début du tournoi. On sait parfaitement ce qu'on va faire. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci.
souci et on va pas se tirer dans les pattes pour commenter une finale à Roland-Garros. Vous faites déjà la finale de la Coupe de France, ça. Mais par contre, il y a des matchs qui ne sont pas commentés par France Télévisions, donc c'est les sessions de nuit, exactement. Et donc ce sont souvent des matchs qui sont très très alléchants. Est-ce que ça vous attriste de plus pouvoir commenter ces affrontements ? On est triste surtout de ne pas pouvoir le proposer au plus grand nombre. C'est surtout ça la frustration, c'est qu'on aimerait proposer au plus grand nombre de téléspectateurs ce genre de match. Effectivement, la Night Session, c'est logiquement la plus belle affiche de la journée. Donc, comme vous le dites, c'est le match phare qui va opposer les deux plus gros joueurs. Mais il ne faut pas oublier que tous les autres matchs, ils sont sur France Télé. Ouais. Tous les cours, tous les autres matchs, ils sont sur France Télé depuis 11h le matin jusqu'à la dernière balle le soir, parfois au-delà de minuit. Donc des night sessions, on en fait également le soir sur France 4, ça se termine tard. C'est vrai, j'ai terminé parfois à éteindre la lumière du studio à 1h du matin. On était là jusqu'à la dernière balle, jusqu'au dernier point. Donc France Télé, c'est la chaîne de Roland-Garros. Et les gens le perçoivent comme ça. Quelles sont les chances françaises pour ce Roland-Garros ? Moi, j'ai beaucoup d'espoir en Arthur Fils. Oui. En Arthur Fils. Alors, vous allez me dire, il n'a pas encore gagné un match à Roland-Garros. Oui. C'est ça, c'est notre seul espoir. C'est déjà son premier challenge, c'est de passer un premier tour à Roland-Garros. Mais c'est un jeune garçon qui est pétri de talent, qui a beaucoup de caractère, qui est très très fort mentalement. Et je pense que lui, il est capable d'absorber la pression de Roland. Le fait de jouer à Paris pour un joueur français, c'est toujours très particulier. Certains sont écrasés par la pression. Je pense à des joueuses comme Caroline Garcia qui n'ont jamais performé à Roland-Garros. Lui, Arthur Fils, il est capable d'absorber ça. Pardon, excusez-moi, je vous coupe parce qu'on arrive au terme de cette émission et je voulais absolument aborder avec vous ce sujet. Les obsèques de Daniel Bilalian ont eu lieu ce jeudi 22 mai à 14h30 en l'église Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine. Il a occupé le poste de patron des sports de France Télévisions. Il s'est éteint à l'âge de 78 ans la semaine dernière. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris sa disparition ? Ça a été un choc, évidemment. Daniel Bilalian, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. C'est lui qui m'a fait signer mon premier CDI à France Télé. C'est lui qui m'a lancé aux commentaires du foot sur France Télé. Donc c'est quelqu'un qui m'a donné ma chance dans ce groupe. Et donc je le remercie encore infiniment. Et c'est vrai qu'on a tous été un petit peu marqués à la rédaction la semaine dernière par sa disparition. C'était un grand bonhomme, vraiment. Un grand bonhomme de la télé, un grand monsieur. Et on n'oubliera pas surtout. Vous l'aviez rencontré comment ? Quand je suis arrivé très jeune à France Télé, effectivement, j'étais impressionné par sa prestance, son élégance, son charisme. Et c'est vrai qu'il en imposait, quoi. Il en imposait quand on le croisait dans les couloirs de la rédaction. Daniel Bilalian, c'était vraiment un très très grand monsieur. Et je vous dis, il m'a donné ma chance dans ce groupe à France Télé, donc je le remercierai toujours de m'avoir confié ses responsabilités. Vous serez toujours sur France Télévisions la saison prochaine ? A priori, sauf si le mercato s'agite dans l'été, mais c'est pas prévu pour le moment. C'est pas prévu. Merci beaucoup Fabien Lévesque. En tout cas, on vous souhaite bon courage pour cette finale de la Coupe de France opposant le Paris Saint-Germain au Stade de Reims. Ce sera ce samedi en première partie de soirée, donc sur France 2. Et on vous retrouve également aux commentaires des matchs de Roland-Garros. Et là, c'est sur toutes les chaînes du groupe France Télévisions, France 2, France 3 et France 4. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci à tous les deux. Merci Cécile Brelot. Et le Buzz TV revient dès demain avec un ancien avocat, un ancien député qui sort un roman intitulé Hermine, absolument bouleversant. Ce sera Georges Fenech demain qui sera sur le plateau du Buzz TV. Bonne soirée à toutes et à tous.